Nous allons donc démarrer avec cette première conversation que nous avons intitulée Construire un esprit communautaire, dans laquelle nous avons demandé à nos deux invités de s'interroger non pas sur les grands gestes, n'est-ce pas, mais plutôt dans le cœur de la vie au quotidien. Et pour ce faire, nous avons à nos côtés, et c'est un énorme honneur que d'avoir parmi nous les deux personnes. Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste, une personne qui a décidé que la pensée ne peut pas rester confinée aux livres. Elle travaille dans les hôpitaux, les prisons, aux marges de la société où la dignité est la plus menacée. Pour elle, construire une communauté commence par une question. Comment prendre soin en tant que société de ceux qui sont sur le point de s'effondrer? Sa réponse est le soin comme fondement de la vie démocratique, sans aucun doute l'une des formes les plus concrètes de fraternité. Mille merci une fois de plus, Cynthia, d'être parmi nous aujourd'hui. Ensuite, elle est accompagnée par Antonio Monegal, professeur, commissaire d'exposition, essayiste, qui a consacré une grande partie de son travail à comprendre comment l'art et la culture peuvent créer des espaces de communauté que la politique ne parvient pas à construire, que la culture n'est pas un ornement, mais une nécessité vitale. Quelqu'un qui nous propose l'art et la pensée non pas comme des refuges face au monde, mais comme des lieux où nous pouvons encore apprendre à vivre ensemble. Je vous laisse avec nos deux invités. Mille merci. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Nous nous sommes mis d'accord que moi-même j'allais commencer. Donc, merci pour l'invitation et l'occasion hier d'expérimenter ce que veut dire construire communauté à travers les arts, la musique et la performance théâtrale. Pour moi, l'invitation est un défi parce que j'ai plus d'expérience à réfléchir l'antagonisme, les différences, la guerre, le conflit, que plutôt ce que veut dire construire des communautés. J'ai consacré une partie de mon travail pendant 2 ans à réfléchir sur le sentiment social de la culture. Et à nous tous, nous voudrions penser, n'est-ce pas, que la culture est un chemin pour trouver une solution face aux conflits de nos jours. Je dois reconnaître que la culture aussi est un lieu de difficulté, qui nous sépare et est certainement la source de beaucoup des conflits que nous vivons de nos jours de manière plus violente, n'est-ce pas? Si nous réfléchissons sur les conflits qui se développent autour de notions d'identité de l'autre ou de la mémoire collective, mais aussi ce que veut dire que les réseaux sociaux comme communauté alternative qui isolent et qui séparent l'exploitation politique que l'on fait de la peur, de la crainte à l'égard de l'autre, en jetant les fautes sur l'autre, dans une vision qui exclut la communauté. Ici même, dans notre pays, nous voyons dernièrement une nouvelle proposition de priorité nationale qu'on dit, qui veut dire aussi, eh bien, lutter et frapper cette communauté comme un lieu d'accueil. C'est pourquoi la communauté est une partie de la solution, mais aussi du problème. Selon comment on souhaite le définir, la communauté peut être quelque chose qui nous fragmente et qui nous sépare. Et nous devons alors réfléchir s'il y a une contrepartie entre communauté et différence. Et le défi, comment construire la communauté malgré les difficultés et nos différences, c'est-à-dire nous poser la question si une autre culture est possible, si au-delà d'une culture au singulier, fragmentée, il y ait beaucoup de
culture et que celle-ci soit une voie vers le commun, vers la possibilité d'imaginer une communauté qui serait une supra-communauté, une communauté qui nous unisse au-delà des communautés qui nous divisent. Nous ne sommes pas ici devant un chemin. Essayez plutôt de redéfinir ce sens de la communauté. Et il y a beaucoup de modèles que la pensée nous a offerts pour faire cela. Daniel Alien parle de la démocratie comme une rencontre de personnes qui ne connaissent pas un système qui est fondé sur la confiance et la coexistence entre des personnes qui ne se connaissent pas. C'est précisément ce dont nous avons besoin pour nous opposer à ces idées d'exclusion, de ségrégation, d'extermination qui cherchent à trouver des communautés identiques pour réunir sous un même drapeau les semblants. C'est ici ce que Mbembe envisage autour de l'idée de la politique, une politique de la violence et de l'exclusion. Comment sortir alors de cette boucle? Pour moi, le véritable défi, c'est obtenir que l'autre soit important, que sa douleur soit la nôtre et elle nous fasse mal, comme cela a eu lieu hier quand nous invoquions la souffrance de nos amis palestiniens, de nos frères palestiniens et palestiniennes. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît de manière naturelle, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, doit être construit. Le défi au quotidien, c'est comment éduquer dans l'empathie et dans la solidarité. Quel instrument alors avons-nous à travers les institutions qui existent, donc les institutions éducatives, qui puissent transmettre ou transférer ce souci d'obsession par ces enseignements identitaires, de savoir s'il faut plus de maths ou plus de certaines choses qui nous permettent de situer les étudiants sur le marché du travail, mais plutôt changer cela par cette vision de comment construire des communautés où on puisse effectivement éduquer des citoyens. Quelles sont les valeurs que nous devons avancer dans le système de formation de nos jeunes? Anthony Appiah parle d'un livre intitulé Cosmopolitisme, une éthique dans un monde d'étrangers. Comment vivre actuellement dans un monde où nous sommes entourés de personnes qui ne partagent pas beaucoup de nos paramètres. Cette façon de regarder l'autre, c'est la manière dans laquelle on peut se soucier que l'autre soit véritablement quelqu'un qui est important pour nous, au-delà de leur culture, leur nationalité ou le voisinage physique qu'on pourrait avoir avec cette personne. Sandra dit très bien qu'il nous faut chercher des solutions pratiques. Désolé, mais ne me demandez pas cela. Parce que si j'en avais de ces réponses, je ne serais pas assis tout simplement. Je crois qu'ici, ce qu'il importe, c'est voir comment on peut construire une communauté invisible. Parce que hier, nous réunissait, parvenait à nous réunir le théâtre. On se réunissait à travers la matérialité physique, n'est-ce pas? Au-delà de l'horizon de visibilité qu'on peut avoir, une communauté finalement qui transmette notre empathie, notre solidarité, nos liens avec ceux qui sont au-delà de notre relation immédiate. Marina Garcés avait un livre intitulé « La passion des étranges ». Et dans ce livre, il nous parle de quelque chose
aussi au quotidien qu'est l'amitié et elle invoque la relation d'amitié et d'utopie dans la mesure où l'amitié est un lien et une relation que nous sentons avec des personnes avec lesquelles on n'est pas unis par d'autres liens. C'est ça la singularité de l'amitié. Et cela, elle le relie directement avec quelque chose de utopique de Einstein, de de cette idée, ce besoin, ces idées partagées. De là, ce concept de fraternité qui n'a pas de racine dans la Révolution française. C'est bien plus ancien, ça provient des Grecs et du christianisme aussi. Ce concept de fraternité, n'est-ce pas, de solidarité, qui représente, nous dit Garcés, la réciprocité et la bienveillance entre des personnes étranges. Cela suppose de mettre la pratique de l'amitié au centre même de la vie, de nous soucier de l'autre dans une lutte partagée. C'est de là vient cette connexion avec les leçons de Camus, à partir de liens qui sont des liens de confiance, de loyauté, de idées partagées, d'actions communes. C'est ce lien qui nous unit fraternellement avec les amis et qui, au fond, sont ceux qui se cassent lorsque les communautés nous divisent. La condition de la fraternité, et c'est l'invocation que fait Appia lorsqu'il parle de cosmopolitisme, c'est cette condition de voir tous les êtres humains depuis une perspective de fraternité est la base des droits de l'homme. On ne peut pas comprendre ce concept des droits de l'homme si on ne reconnaît pas ce qui nous unit précisément à nous tous depuis cette perspective. Donc, la fraternité, ce n'est pas quelque chose qui est là, qui est décrit et que nous vivons au quotidien. C'est un appel. C'est une exigence, c'est un horizon de possibilités. Et c'est sur quoi on doit se former éthiquement dans notre quotidien. Et Garcés, il connecte avec cette idée de camarade. Camarade, c'est le mot. Depuis que ce terme a disparu des marxistes, n'est-ce pas, de camaraderie, elle a quelque peu disparu, cette idée de cette camaraderie. Mais camaraderie nous unit à travers une lutte, ne l'oublions pas. Donc, c'est une manière et un répertoire de formes d'être qui suppose un style de vie. C'est ce que dit Foucault sur l'amitié. L'amitié est une façon de vivre qui devrait être à la base même d'autres formules de socialisation. Construire la fraternité avec les critères que nous utilisons pour l'amitié comme un lien qui, je le répète, avec lesquels on n'est pas unis par d'autres liens. Et cette camaraderie reconnaît dans la lutte l'idée que nous sommes face à une utopie, un horizon de possibilités, ce que Garcés appelle une promesse. On s'engage face à une promesse d'avenir, pas sur quelque chose sur quoi nous avons un manuel d'instruction ou des indications pour la mettre en œuvre. Comment chercher le sens au milieu de désastres? Invoquer la fraternité et la communauté ne nous sauve pas dans la réalité de désastre où nous vivons. C'est pourquoi, pour moi, il est très clair que ce que c'est que cette rencontre, si c'est un engagement précisément avec l'utopie, c'est ce que définit cette rencontre, cet engagement avec l'utopie, que nous luttons à l'égard de quelque chose qui n'est pas encore présent ici. C'est quelque chose qui nous appelle, qui nous interpelle, qui nous promet, mais sur quoi
il nous faut encore nous former, nous éduquer. Et nous devons encore nous construire. C'est pourquoi j'aime beaucoup me centrer sur le titre de cette réunion. Construire un esprit communautaire, se construire est précisément la reconnaissance de ce que c'est quelque chose que nous n'avons pas, que l'on peut avoir d'une certaine manière fragmentaire et de division de la variété des communautés auxquelles on peut appartenir, mais nous ne l'avons pas dans le sens d'une communauté humaine qui nous relie aux autres au-delà de cet horizon proche. Et c'est pourquoi j'aime penser que cette proposition qui a lancée Cynthia Fleury quand elle parle de connexion et humanisme autour de cette idée de fabriquer, de construire, c'est-à-dire de quelque chose à faire, d'un besoin que l'individu accède, et c'est une vision illustrée, traditionnelle, n'est-ce pas, à transformer cette capacité en souveraineté, c'est-à-dire quelque chose qui nous amène vers la liberté et nous sommes tout simplement en transit, au milieu d'un processus. Les résultats satisfaisants, évidemment, nous n'avons pas d'assurance telle que nous vivons actuellement ces circonstances. Cela ne nous permet pas précisément d'être très optimistes, mais nous avons besoin de cette promesse à l'horizon et avec cela, je passe la parole à Cynthia. Merci beaucoup. Moi, je vais basculer en français et en profiter aussi pour remercier très chaleureusement Sandra Monac qui a dit des choses importantes en entrée, tout simplement, et sur la question de pourquoi Camus encore et encore aujourd'hui, l'enseignement de Camus par rapport à cette question. L'enseignement de Camus, il est, je pense à la phrase qu'il dit dans ses carnets, voilà, j'attends avec patience une lente catastrophe à venir. Je pense à son discours du Nobel où il nous enseigne que notre tâche est terriblement frustrante parce que c'est la tâche pas forcément de ceux qui vont faire, mais de ceux qui vont essayer d'empêcher que le monde ne se défasse. Et donc, c'est toute la question aussi de qu'est-ce que c'est que faire face, quand on a cette injonction de tout faire pour que ça ne se défasse pas. Donc, c'est pas si simple de construire ce faire. Et qu'est-ce qui défait la communauté, la fraternité? Là aussi, l'enseignement de Camus est juste. C'est de manière existentielle et métaphysique la question de l'absurde, oui, mais c'est la question de la barbarie, c'est la question de la peste dans tous les sens du terme, symbolique et réel. C'est la question du passage à l'acte inexpliqué, la question de l'étranger, avec un phénomène de désaffiliation du monde, d'indifférenciation, parce que c'est ça aussi l'étranger, c'est quelqu'un qui perd contact avec le monde petit à petit. Donc c'est cette expérience de l'indifférence, de l'absurde, de la désaffiliation, de la barbarie qui fait que petit à petit, tout geste se banalise et résultat, le monstre, quel qu'il soit, advient. Donc, c'est vrai qu'il nous enseigne que la communauté, la fraternité, ces grandes idées sont extrêmement fragiles et que si elles ne viennent pas s'opérationnaliser, hein, si on ne vient pas en faire des exercices quotidiens, et si on laisse, voilà, il faut presque laisser les grandes idées et puis il faut en faire des actions simplement, comme s'il fallait conjuguer tout le temps les grandes idées, comme s'il fallait, on voit d'ailleurs hein, dans la peste, qu'est-ce qui vaut? C'est pas la théorisation, c'est la communauté d'action. Voilà, c'est le faire.
Voilà, c'est dans ce labeur-là, dans ce labeur honnête, lucide, qui sait que la première chose qu'on éprouve dans la fraternité, c'est la conflictualité, c'est l'indifférence, c'est l'absurde, et c'est ce dépassement et cette sublimation-là qui va produire une fraternité. Donc en fait, la fraternité, elle s'éprouve d'abord à l'aune d'un négatif. Elle s'éprouve à l'aune de ce qu'elle n'est pas. Et c'est effectivement, moi je dirige une chaire de philosophie à l'hôpital. Et pour rebondir sur ce qui a été dit à l'instant sur les questions d'empathie, sur les questions de décentrement aussi, nous n'avons plus aucune capacité de décentrement, de nous déplacer pour plein de raisons. On en reviendra peut-être dans notre dialogue. Mais cette question de qu'est-ce que le malheur et qu'est-ce que le malheur de l'autre aussi, comment dissocier malheur et mon malheur, et considérer que le malheur est quelque chose de bien plus extensif que ça pour comprendre cette réalité partagée qui peut nous défaire. Ce fait commun, c'est la vulnérabilité. Si nous avons un fait commun, c'est la vulnérabilité. Alors la vulnérabilité, bien sûr, au sens ontologique, nous naissons, nous mourons, nous avons des accidents, voilà, nous connaissons des maladies. Donc le seul fait concret, c'est la vulnérabilité. Et puis, dans un deuxième temps, hélas, nos choix collectifs, nos choix de communauté, nos manières de comprendre ce qu'est fraternité ou pas, ça va venir renforcer ou amenuiser ces vulnérabilités. Et c'est toute la question de la sociabilisation des vulnérabilités, c'est-à-dire toute la question sociale des vulnérabilités et comment nos choix collectifs viennent créer des vulnérabilités sociales, économiques, culturelles, etc., et renforcer ce fait inaugural qui, lui, est toujours négociable, qui est le fait d'une vulnérabilité ontologique, puisque, en dernière instance, nous sommes voués à trépasser et à mourir. Donc nous, chaire de philosophie à l'hôpital, la création de cette chaire de philosophie à l'hôpital, elle s'est faite dans un esprit très camusien, au sens où on a voulu éprouver notre fraternité, éprouver notre capacité de créer une communauté. Antonio parlait de camaraderie. Nous, on a essayé de mettre en place un compagnonnage, mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose, et de reterritorialiser aussi nos approches. Et je vais vous donner des exemples parce que c'est aussi cette mondialisation telle que nous l'avons connue, qui est en fait une déspatialisation, qui est en fait une détemporalisation. C'est-à-dire nous n'avons plus de rendez-vous avec l'espace-temps en sens de construction de qu'est-ce que ça vient fabriquer chez nous émotionnellement, positivement, comment ça nous grandit. La mondialisation, en fait, a créé des régimes attentionnels abîmés, régimes attentionnels saturés. En fait, Sandra parlait tout à l'heure en entrée de cet acte de présence. Le présentisme actuel nous a sortis du présent, en fait, nous a sortis de l'espace-temps. Nous nous sommes déshabitués fondamentalement à l'autre comme corps, comme odeur, comme réalité, comme désagrément. L'autre, c'est ce qui me résiste. Donc, c'est pas ce qui est comment dire, qui répond immédiatement à mon désir. Mais nous avons construit un monde qui répond de manière, avec un stimulant, qui répond immédiatement au désir. Bon, bien évidemment, la figure de l'autre, elle est antinomique de ça. Donc, nous voulons des fraternités immédiatement désirables. Et ça n'existe pas. La fraternité, c'est d'abord une expérience de ce qui n'est pas moi, ce qui me résiste, ce que je ne comprends pas. Et bien évidemment, ça demande d'abord du travail. Donc c'est vrai que
à la chaire de philosophie, en fait, nous ne sommes pas tellement intéressés aux grandes idées, nous nous sommes intéressés à la pénibilité des grandes idées. C'est ça que nous avons travaillé. Nous nous sommes dit, oulala, tout le monde sait faire la fraternité de manière abstraite. Est-ce que quelqu'un est prêt à porter le fardeau de cette fraternité, concrètement, de manière pénible? Et ça, c'est du prendre soin. Donc en fait, là où prendre soin commence à nous intéresser, c'est qu'il vient concrétiser les grandes idées. Et à ce moment-là, il faut, comme toute pénibilité, il faut la comprendre, il faut trouver les bons outils pour que ce soit moins pénible, parce qu'on n'est pas non plus des âmes sacrificielles, et la pénibilité n'a pas un immense intérêt. Mais en revanche, elle a quelque chose d'irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever toute pénibilité. C'est pas possible. Et cette pénibilité, malgré tout, elle nous enseigne aussi un ethos, une éthique, une manière d'être. Parce que, voilà, c'est encore une fois, Sandra a dit tout à l'heure, ça nous enseigne un certain type de geste. Donc résultat, nous avons appelé ça la clinique de la dignité. Alors, la clinique de la dignité, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est deux choses très simples, mais qui en fait nous aident à constituer des communautés apprenantes et des communautés créatrices, fabricantes, en gros. Voilà. Donc, la clinique de la dignité, c'est d'abord de considérer qu'il faut sortir du déni des vulnérabilités. Et que donc ce monde qui croit qu'il va régler la vulnérabilité soit en ne voulant pas la regarder et en la rendant invisible, en fait c'est le meilleur moyen de renforcer les vulnérabilités. Et puis sinon ce monde, sa première relation à la vulnérabilité, c'est la stigmatisation, c'est la discrimination. Bon, nous avons essayé de dire qu'il faut déstigmatiser. Il faut sortir de la discrimination, il faut sortir du jugement, il faut d'abord se rappeler que la vulnérabilité, c'est le fait inaugural. Donc, nous sommes tous vulnérables. Et deuxième temps, la vulnérabilité, c'est d'abord de la connaissance. C'est d'abord l'autre nom de la singularité. Donc, nous sommes des chercheurs, nous sommes des enseignants-chercheurs, nous à la chaire, des médecins, des anthropologues, etc. Donc, la vulnérabilité, c'est d'abord une denrée, un minerai, parce que ça nous enseigne quelque chose. Hein, c'est véritablement, on a fait basculer la vulnérabilité du côté de la singularité, et donc c'est une connaissance fine du monde, des situations. Donc, on a remis la vulnérabilité du côté de l'épistémologie. Donc, qu'est-ce que nous faisons d'abord à la chaire? Nous faisons des cartographies des vulnérabilités. Alors que d'habitude, les uns et les autres ne veulent pas regarder tout ce qui dysfonctionne. Nous, au contraire, on dit c'est magnifique. Ce qui dysfonctionne, c'est la vie, en fait. C'est la vie réelle, c'est la connaissance. C'est... voilà, encore une fois, la diversité des approches. Donc, c'est de l'épistémologie, donc c'est de la connaissance. Donc, on fait des cartographies à l'intérieur des êtres lorsqu'ils acceptent de le faire avec nous, mais des cartographies des vulnérabilités organisationnelles, des cartographies des vulnérabilités systémiques au niveau du monde, etc. Et on essaye de voir comment il y a une dialectique particulière aujourd'hui entre ces vulnérabilités. Ça, c'est le premier travail que nous faisons de connaissance à la chaire pour voir qu'est-ce que nous avons dans les mains pour créer ensuite une communauté, une fraternité. Le deuxième point, c'est que nous faisons de la générativité du vulnérable. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, nous comprenons que, hélas, les vulnérabilités créent des vulnérabilités. Ça, c'est une générativité négative, je dirais. Mais il est important de comprendre tous les phénomènes d'intersectionnalité et de renforcement des boucles de vulnérabilité pour essayer, quand on construit une communauté, de déconstruire ces boucles de vulnérabilité. Mais surtout, la générativité du vulnérable, c'est le vulnérable comme théorie de conception.
Donc, nous nous focalisons uniquement sur les théories de conception à partir du point de vue du plus vulnérable. Alors, je vous donne un exemple. Si nous avons à créer un protocole, quel qu'il soit, et notamment, par exemple, à l'hôpital psychiatrique, puisque la chaire est à l'hôpital Sainte-Anne, donc en psychiatrie et neurosciences, nous allons nous intéresser, si nous devons créer un protocole pour une alternative, par exemple, à la contention, parce que vous savez qu'en psychiatrie, hélas, on attache encore les patients et on leur donne chimiquement quelque chose qui les met comme ça. Donc on fait ce qu'on appelle de la contention mécanique et de la contention chimique, ce qui est un désastre dans les deux cas, mais hélas. Donc nous, notre travail, c'est de faire tout ce qui est les alternatives à ça. Et donc de travailler non pas sur la contention, mais de travailler sur la contenance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, par exemple, nous nous contenons, mais je ne vous attache pas. Nous sommes dans la contenance spontanée, parce que nous avons cette capacité, mais tous les malades avec des troubles psychiatriques forts ne peuvent pas produire une autocontenance. Mais l'enjeu, c'est d'activer chez eux leur capacité d'autocontenance, et surtout pour ça, on réfléchit avec eux qu'est-ce que c'est que la contenance. Donc quand on fait un protocole de contenance pour des bipolaires, on fait de la conception et on construit le protocole, on fait du co-design avec les patients pour créer ce protocole. C'est simple. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça veut dire que la vulnérabilité devient agent de transformation. C'est aussi bête que ça. Et comme nous sommes tous vulnérables, en fait, ça vient travailler le pouvoir de notre transformateur de notre vulnérabilité. Et on se rend compte très souvent que la vulnérabilité est la racine carrée de l'universel. En gros, ce que vont inventer les vulnérables va servir l'ensemble de la communauté. Et en fait, ce que inventent les vulnérables, c'est souvent extrêmement résilient. Je donne un exemple, la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, la démocratie de la santé, aujourd'hui, en France, elle n'a pas été inventée par le patient lambda. C'est pas vrai. La démocratie sanitaire est un enfant direct de la clinique du sida. Direct. Ce sont les malades du sida qui nous permettent aujourd'hui de bénéficier de la démocratie sanitaire pour tous. C'est eux, alors qu'ils étaient les plus mal logés, les plus, abandonnés, qui ont permis de construire des outils institutionnels extraordinaires pour l'ensemble aujourd'hui des pathologies, sida inclus, mais bien au-delà des sida. Voilà. Donc, on voit que nos vulnérables, tous les vulnérables, qu'est-ce qui va rénover demain les droits du citoyen? C'est aussi la question des migrants. C'est aussi ce que vous nous enseignez, les migrants, pour renforcer notre citoyenneté. Alors, on peut dire dans l'autre sens aussi, bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, nous allons tous connaître des vulnérabilités systémiques. Ça peut être la guerre, ça peut être les pandémies, ça peut être les méga-feux, ça peut être des catastrophes terroristes, que sais-je. Les catastrophes systémiques, les failles systémiques aujourd'hui, c'est véritablement l'enjeu du XXIe siècle. C'est ce qui va. Donc, si nous ne sommes pas entraînés à produire de la fraternité en contexte dégradé, nous ne saurons pas faire de la fraternité ni de la communauté. Si nous n'avons pas appris sciemment, intelligemment à créer des ingénieries autour de ce qu'est le vulnérable, on sera absolument incapable de faire face au phénomène de déstabilisation qui est devant nous. Car il faut savoir que ce grand rêve, si vous voulez, dans un moment de survie et de sursaut, de création autospontanée de la fraternité, c'est un rêve magnifique de la littérature, mais ce n'est pas le cas en vérité. En fait, il faut être des esprits préparés, entraînés,
alignés. Et donc, il faut déjà avoir testé, expérimenté de manière très concrète des protocoles qui viennent réinventer, encore une fois, notre solidarité, notre fraternité, notre capacité de faire communauté en contexte dit dégradé. Demain, il y a, comment dire, un état de siège. Demain, il y a une rationalisation de l'eau extrême. Demain, il y a une rationalisation extrême de l'électricité, etc. C'est ça les modes dégradés. Comment on fait pour continuer de défendre la vie bonne? Bien sûr, on découvrira le jour J, mais sincèrement, si déjà on invente aujourd'hui des protocoles un peu robustes pour résister à cette détérioration qui va nous tomber dessus, on fera en sorte que les modes dégradés ne deviennent pas une vie dégradante. Et c'est ça, en fait, aussi l'enseignement de Camus. C'est que Camus savait que voilà, c'était terriblement fragile et que, en revanche, aujourd'hui, notre inventivité, elle peut totalement être mise en place, encore une fois, si nous le décidons dans nos organisations. C'est pour ça que nous avons créé une chaire de philosophie à l'hôpital et pas à l'université, ce qui était la place normale d'une chaire de philosophie, si j'ose dire, une chaire d'enseignement et de recherche. C'est normal qu'elle soit à l'université. Nous l'avons déplacée, nous l'avons mise à l'hôpital et aujourd'hui, nous avons 17 antennes en France, dans différents hôpitaux. Donc, c'est pas rien. Et aussi à l'étranger, avec des médecins, des infirmiers, des patients experts, des familles, pas uniquement la psychiatrie. Ça peut être la réanimation, ça peut être la chirurgie bariatrique, ça peut être la pédiatrie, bien sûr, la clinique de l'adolescence. Quantité de médecins qui veulent inventer le monde, inventer un compagnonnage, mais vrai, c'est-à-dire à partir des vulnérabilités qu'ils rencontrent tous les jours. Et au lieu d'en faire des stigmates, ils en font des agents de transformation du monde de demain. Voilà, je vous remercie. Empezamos la conversación entre nosotros y después daremos paso a las Nous allons donc d'abord, ensuite nous allons passer la parole au public pour parler de vulnérabilité. Moi, je fais penser, je cite directement, je pense directement à la précarité des gens dans le monde. Et comment vous arrivez à écouter la traduction? Oui. Ça sonne un peu. Hay momentos que no. Et comment cette précarité s'accompagne de la peur? Alors, j'ai le sentiment que la peur est l'outil politique, le premier outil politique, un outil qui est fondé sur la vulnérabilité des individus. Alors, comment projeter vers l'extérieur un sentiment faux, un sentiment de protection à force de nous isoler de menaces ou de supposées menaces. Quand vous parlez de souveraineté, moi je suis vraiment très intéressée par cette idée. L'idée que la souveraineté, d'une certaine manière, implique l'utilisation des capacités humaines qui nous permettent de mieux négocier la précarité dans le monde et qui nous rendent libres. Car on acquiert des connaissances propres, on acquiert des protocoles qui nous permettent de faire face à des situations de défi et nous sommes devant, j'ai le sentiment en tout cas, une délégation de souveraineté, une délégation constante face à la peur. Les gens cherchent des réponses maintenant dehors. Ils ne cherchent pas des réponses à l'intérieur. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement par rapport à la réalité. C'est ce qu'il faut faire. Et cette délégation
que l'on dirait, si nous pensons que la souveraineté est quelque chose d'individuel et que la communauté représente le collectif, c'est on dirait qu'il y a une enrichissement entre ces deux concepts. Mais comme on vous l'expliquer, c'est la clé de la communauté. Il faut être souverain. Il faut que nous soyons engagés, que nous soyons engagés avec notre qualité avec nous-mêmes. C'est à partir de là que nous pouvons trouver une solution aux problèmes partagés que nous avons, aux problèmes communs qui ne viennent jamais de l'extérieur et qui viennent de que l'on soit tous impliqués ou de l'implication de nous tous. Donc, c'est cette délégation de la connaissance, cette délégation de l'information, ce transfert donc des connaissances, même aux machines, même à l'intelligence artificielle, sur comment est-ce que nous devons s'affronter l'expérience humaine. Cette délégation va à l'encontre de pouvoir se construire en tant que communauté, car, car on perd notre pouvoir qui nous permet de faire une conversation entre des personnes libres. Alors, parce que c'était pas si simple sur la traduction. On est bien d'accord qu'on a parlé de souveraineté? Oui. Voilà. Donc, de souveraineté au sens du souverain de l'individu. Et oui. Hein, voilà. Non des rôles. Souveraineté nationale. Donc, plusieurs choses d'abord. Quand on défend ces approches capacitaires de la vulnérabilité, je veux d'abord sortir d'un contresens qui peut souvent arriver. Défendre une approche capacitaire de la vulnérabilité, ce n'est pas un acte de renonciation et d'acceptation de l'inacceptable. C'est pas ça. Parce qu'on pourrait dire, bah voilà, il y a des vulnérabilités, bah très bien, et vous, en gros, vous trouvez des solutions avec ça, et donc vous faites le jeu des tout-puissants qui nous mettent dans des situations, etc. C'est pas donc là, l'enjeu, c'est d'abord, on travaille aussi sur des vulnérabilités très individuelles, et on travaille sur des vulnérabilités organisationnelles qui sont fabriquées, vous avez raison, donc là, il faut faire attention. Et donc, notre travail, c'est quand même de restaurer, et c'est ça qui est important, parce que ça va avec la question de la souveraineté, de restaurer une santé mentale et physique des individus qui sont là. Ça, c'est très important pour nous. Ce n'est pas une petite question, parce que très souvent, la majorité des systèmes vous expliquent que le niveau individuel, c'est rien. Moi, je suis clinicienne, et je sais que les collectifs avec des niveaux individuels qui sont rien, ça fait des collectifs de haine. Et donc, ce n'est pas possible. Ça fait des collectifs ressentimistes. Donc, le niveau individuel sera toujours important. Toujours. C'est insuffisant. D'accord. Mais sera toujours important. Et bien sûr, travailler le niveau individuel nécessite toute la psychodynamique autour, bien sûr. Et donc, on est obligé de toute façon, quand vous voulez travailler le niveau individuel vraiment, vous êtes obligé à un moment donné de transformer le monde anthropique avec un E, donc dysfonctionnel, autour de vous. Sauf que nous, en renforçant la santé mentale et physique de ces individus, qu'est-ce qu'on fait? On va leur permettre de venir sublimer la violence de ce monde pour produire de la justice sociale, pour produire de la communauté non réfractaire. Et ça, c'est essentiel, si vous voulez. C'est-à-dire que cet engagement que nous restaurons, il est protecteur de l'individu, donc de sa souveraineté propre, mais lui-même ensuite, parce que il reprend une espèce de, Ricoeur dirait, une éthique de la promesse. Il entre dans le jeu plus difficile du collectif et qui est la fabrique de la justice sociale pour tous. Parce que si vous pensez que les collectifs ressentimistes fabriquent de la justice sociale pour tous, je vous invite à atterrir grandement.
car c'est faux. Le ressentiment comme moteur de l'histoire produit de la haine de soi, de la haine de l'autre, et une justice qui n'est qu'un droit pour moi contre les autres. Donc, c'est nécessairement en venant sublimer la violence, sublimer la pulsion ressentimiste que nous emmènerons vers des collectifs dignes de ce nom. Donc, le travail à la chaire, mais ailleurs, hein, c'est véritablement celui-là, c'est-à-dire de venir, nous on a appelé ça un climat de soins. On avait fait un jeu de mots parce que nous avons plusieurs défauts, dont le défaut d'être des lacaniens. Donc ça, c'est terrible, c'est le pire des défauts. Et donc, on aime les... Hein, bon. Donc, pas de soins du climat sans climat de soins. C'est comme dirait l'autre, mourir pour un bon mot. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la question climatique immense, on sait que, mais si nous ne faisons pas derrière de la justice sociale, c'est-à-dire du climat de soins, la question du réchauffement climatique, c'est-à-dire le soin du climat, sincèrement, c'est une question qui n'existera pas. Donc, l'enjeu, c'est véritablement de mettre le contrat social, le contrat naturel et de les réarticuler. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la chaire de philosophie qui était une toute petite chose, SEM, construit du passage à l'échelle, donc fait du passage à l'échelle, fait du collectif, 17 antennes en France et à l'étranger, donc c'est pas rien, plusieurs milliers de personnes qui sont dans cette boucle, et aujourd'hui une ville entière, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard pour les traducteurs, c'est une ville qui est pas loin de Bordeaux, 33 000 habitants. Et 33 000 habitants aujourd'hui qui depuis 3 ans et qui là, puisqu'il y avait les élections municipales, donc on repart pour 6 ans, donc ça fera en tout 9 ans, 10 ans, presque l'âge d'être obèse. En 10 ans, on aura fait exclusivement de la recherche-action autour du prendre soin. Donc toute la mairie, puisqu'il y a une antenne de la chaire de philosophie dans la mairie de Saint-Médard, on aura transformé en 10 ans l'EHPAD, c'est la maison de retraite, voilà, le centre communautaire de santé, les écoles, la forêt, puisqu'on a créé, entre guillemets, une ville-forêt, donc pour un lien à la forêt. Donc ça pour dire que c'est des choses très concrètes. On a fait un soin aux morts, c'est-à-dire on a retravaillé sur les questions du funéraire, du parcours des morts, etc. On va lancer un dérogatoire sur la deuxième forêt funéraire en France, puisque la première est en Alsace. On lance un dérogatoire sur la terramation. Vous connaissez peut-être la terramation. Vous avez beaucoup d'individus aujourd'hui qui ne veulent plus mourir avec des cercueils, des ceci, simplement, mais qui veulent se composter, qui veulent faire de l'aquamation, qui veulent descendre dans l'eau. Il n'y a pas que la crémation. Enfin bref, il y a toute une série de réflexions autour du soin aux morts. Donc tout ça pour dire que le niveau individuel, le niveau de santé physique, psychique, individuelle, la clinique comme moteur de la fraternité, nous rappeler que nous sommes des corps, c'était encore dit tout à l'heure par Sandra, mais si nous sommes des corps, nous avons des blessures, nous avons mal au dos, nous avons mal à la tête, et pourtant il va falloir fabriquer entre guillemets de la fraternité. Donc oui, il faut du soin, et il faut que la politique et la clinique, au sens de soins, de nouveau refassent lien ensemble pour nous faire comprendre la pénibilité des principes démocratiques. C'est fantastique de défendre les principes démocratiques, mais c'est pénible, c'est dur, c'est laborieux, et oui, ça nous demande un certain type de compétences et de robustesse. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Cuando explicas... C'est pas le micro. Attends, 2 secondes. Je me mets le truc dans le machin. Nous sommes des cyborgs. Voilà. Nous sommes bien faibles. Alors, vas-y. Cuando explicas todo este trabajo que hacéis,
no puedo evitar Quand pensar vous expliquez tout ce travail que l'on fait, je ne peux éviter de penser que c'est dommage, n'est-ce pas? Franchement, c'est dommage que les personnes qui prédiquent tout le contraire, les gens qui cherchent la division et le conflit et à leur porter des instruments aussi puissants, si puissants, n'est-ce pas, entre leurs mains, qui fait en sorte que tout ce travail qui est réalisé dans la proximité ne parvienne pas à aller plus loin. Et cependant, leurs campagnes de destruction ont une portée universelle carrément. Et ça, c'est lamentable. Ce déséquilibre est un déséquilibre brutal, n'est-ce pas? Avec lequel il est très difficile une réconciliation parce que cela se heurte contre cette idée de souveraineté, de que peut-on faire? Et cela nourrit un sentiment si douloureux, c'est un problème de santé publique qui est le désespoir et un sentiment d'impuissance. Vous parlez de comment les personnes souffrent effectivement dans certains moments de certaines pathologies et de vulnérabilité, mais nous parlons finalement d'une dimension collective extraordinaire, d'un sentiment qu'il n'y a plus rien à faire. Alors ici, nous sommes en train d'essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais nous ne sommes que très peu face à le monde entier, la planète, on n'est que très peu. Vous avez un réseau d'atteinte ou de portée qui est très important, mais rien à côté de Elon Musk, par exemple. Et nous sommes un peu dans cette lutte de David et Goliath, n'est-ce pas? Franchement, qui est très asymétrique, malheureusement. Oui, ben je sais bien, puisque c'est l'argument classique et réel, à la fois des échelles et puis des forces de frappe. Le monde qui est en face de nous est un monde très résistant. Et puis alors, je ne parle même pas d'Elon Musk, parce que Elon Musk encore, bon, mais moi j'ai des tout petits Elon Musk qui jouent autour de moi et ils sont virulents. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que les grands ennemis, il y a tous les jours quantité d'individus, de pseudo-collectifs autour de soi qui résistent de manière très forte, qui freinent ce travail-là. Donc, c'est pas rien non plus, comment dire, d'avoir en 10 ans, puisque nous, on a été créé en 2016, donc fin 2015, donc en plus de 10 ans aujourd'hui, nous avons rencontré beaucoup de résistance. Alors, rencontré beaucoup de gens qui rentraient dans la boucle, mais beaucoup de résistance. Donc, de toute façon, c'est un fait. Donc, c'est vrai que c'est là où le niveau individuel est à la fois, si vous voulez, faible et en même temps, il est fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand les individus me disent « mais mon Dieu, on ne peut rien faire et on perdra la partie », je leur dis « pas tout à fait, puisque si vous venez dans ce grand vivier-là, de l'expérimentation fraternelle, puissante, capacitaire, vous allez aller mieux. Tout de suite. » Et ça, c'est la vérité clinicienne, c'est la vérité clinique. Donc, oui, le monde ne sera pas transformé, mais vous, votre vie, elle sera transformée parce que vous allez éviter la dépression, avoir moins de maladies multiples, etc. Vous allez éventuellement en plus rencontrer l'amitié, l'amour, que sais-je, et vous allez donner un sens à votre vie. Donc de toute façon, ce petit niveau individuel que vous trouvez déshonorant ou insuffisant, en fait, il va vous permettre de retrouver le courage de faire. Et voilà. Et en fait, oui, nous allons sans doute fabriquer la victoire pour d'autres. Oui, sans doute. Mais nous, je parle de la victoire collective, c'est-à-dire où tout d'un coup, on a un effet de seuil, où voilà, on bascule, on a... Bon. Mais donc ça, je pense que c'est quand même important de restaurer, si vous voulez, cette clinique-là en disant qu'il n'est pas une clinique individuelle au sens d'individualiste,
qui est une clinique de l'individuation, c'est-à-dire comment je construis mon sujet et comment justement j'ai bien compris que pour construire une individuation digne de ce nom, j'interagis de manière qualitative avec les autres. Et comment nous, en fait, nous sommes une institution qui tous les jours essaye de créer des petits dispositifs, comme vous, de restauration qualitative de liens, et en même temps de faire institution. C'est ça que nous nous sommes mis en plus sur la tête, c'est-à-dire c'est Sorbonne Université, c'est la faculté de médecine de la Salpêtrière, c'est le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Pour nous, c'était important de dire il faut qu'on, petit à petit, qu'on rentre enfin qu'on était d'ailleurs de l'institution, mais qu'on fasse que cette institution, au lieu d'être inerte, comme sont les vieilles institutions, qu'elle soit garante d'une clinique de la dignité. Et pour ça, il faut qu'on s'institutionnalise. Donc on avait un petit pied de côté pour ne pas être tué par l'institution, parce qu'avant de transformer l'institution, c'est un peu violent. Et puis ensuite, de la transformer de l'intérieur. Donc, j'entends tout ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, encore une fois, il est possible aujourd'hui encore de vous lier à un collectif capacitaire pour transformer quelque chose qui est effectivement une petite échelle, mais cette petite échelle jumelée à une autre petite échelle fait quand même son travail, et ça n'empêche pas par ailleurs des grandes réflexions méta que nous faisons aussi, parce que nous travaillons aussi à des niveaux plus nationaux, la question de la loi, bien sûr, mais la question onusienne. L'ONU est dans un mauvais état, donc c'est maintenant ou jamais qu'on peut aller faire du plaidoyer là-bas, etc., etc. Avant de laisser les... Il faut que je prenne la conversation tout seul, surtout moi. Venga. Adelante. Si vous allumez la salle, on pourra peut-être répondre à vos questions, cher public. Est-ce que vous pouvez... On pose, alors s'il vous plaît, des questions très concrètes pour qu'on puisse répondre rapidement. S'il y a des questions, je vous en prie, allumez, si c'est possible, la salle. Oui, allez-y, madame. Un moment. Merci beaucoup des interventions que vous venez de faire. Elles sont très importantes pour la réflexion commune. Aussi, au fil de cette réflexion, je souhaiterais aussi apporter un peu d'espoir à notre communauté de Minorque, où il y a beaucoup d'organisations qui travaillent en faveur de cette solidarité et l'engagement avec les autres. Nous allons essayer de collaborer dans la mesure du possible et sachez que vous tous, vous êtes bienvenus dans cette collaboration. S'il y a des suggestions pour unir ces travaux et pouvoir travailler à l'avenir, mille merci de me le faire savoir. Bien, nous savons que c'est difficile, mais essayez, je vous en prie, de répondre au plus vite, mais en nous laissant un peu de temps pour changer de canal. Oui, alors, si on voudrait élargir le tissu de ce qui est dit en France, je ne sais pas, vous avez parlé de la situation de la France. Y a-t-il au niveau international quel intérêt ou quelle possibilité y aurait-il d'amener cette chaire ou cette clinique aussi à d'autres pays? Je pose la question, est-ce qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose au niveau international, s'il vous plaît? Est-ce que je peux répondre tout de suite? Oui. Alors, oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, en fait, on a différents axes dans cette chaire, et dont un axe qui s'appelle clinique du développement, et qui fait que les antennes peuvent être portées par d'autres pays. Donc, on a on a 3 antennes au Congo, RDC Congo, et je vais vous donner un exemple précis,
qui sont dans des sales états, mais qui sont quand même ces petites choses qui avancent. On a une antenne au Mali. Donc voilà, et on a une antenne en Belgique, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, elle n'a pas de souci à Charleroi, au l'hôpital Charleroi. Et puis on a une antenne qui est en cours de formation à Jérusalem. Et c'est pas neutre, bien sûr. Bon, donc RDC Congo, c'est à Panzi. Pour ceux qui connaissent, l'hôpital de Panzi, c'est l'hôpital de Denis Mukwege, donc un hôpital qui est dédié uniquement aux violences sexistes, sexuelles, terribles de genre en guerre. Donc c'est vraiment voilà, les corps des femmes mutilés à outrance, etc. Et il faut savoir qu'une antenne de la chaire de philosophie, c'est pas nous qui décidons. C'est l'hôpital qui vient nous solliciter. Et c'est très important pour nous. Donc là, c'est Denis Mukwege qui nous a sollicité en disant je sais, je caricature, je sais de manière chirurgicale les femmes, je ne sais pas redonner le goût de la vie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider sur la clinique du traumatisme vicariant? Donc c'est le traumatisme par ricochet des soignants. Je sais pas faire non plus. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place un protocole? Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est là où la question devient plus politique. Est-ce que vous pouvez m'aider à mobiliser ce que je fais à Panzi depuis 30 ans pour le défendre à l'étranger, à l'ONU, etc. et montrer que Panzi a un protocole de résilience qui peut aider le monde entier et pas simplement RDC Congo. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui de faire remonter des savoirs locaux, des savoirs territoriaux pour montrer que l'universel se fabrique tout et pas simplement du côté des épistémologies du Nord, mais que Nord et Sud, c'est une même planète et que, au contraire, ils sont souvent, hélas, aux avant-postes de catastrophes qui vont nous tomber sur la tête très rapidement. Donc, oui, il y a une démarche, entre guillemets, elle se fait, si vous voulez, par les instances du haut. Elle se fait par les instances du bas, c'est-à-dire les hôpitaux prennent la question de la chaire de philosophie. Bon, souvent différents travaux, parce qu'il y a quand même 600 publications aujourd'hui, plusieurs doctorants, plusieurs chercheurs, c'est un groupe qui grossit. Et de dire, tiens, est-ce que nous, ici, on pourrait travailler à l'élaboration d'une petite antenne, faire ensemble des choses. Bon. Donc, oui, il y a une démarche internationale, elle est même essentielle. Il y a une démarche territoriale de décentralisation, c'était hors de question que ce soit à Paris, uniquement à Paris, hors de question. Donc, c'est partout en France. Avec aucune hiérarchisation entre le centre, la périphérie, etc. C'est partout en France. La chaire, c'est voilà. Et bien sûr, à l'étranger, et tout le temps, nous essayons de travailler de manière articulée en commun. Voilà. Et dont j'ai encore trop parlé. Je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre intervention. Je la trouve extrêmement riche et très émouvante. J'ai étudié la psychologie clinique en France dans une approche proche de René Caës, d'ailleurs il a été mon prof, et de la réflexion sur les groupes et les institutions. La France possède une tradition très forte autour des institutions et des liens. Caës, la psychothérapie institutionnelle, comment transmettre, je vous demande, aujourd'hui, cette approche en Espagne et d'autres pays européens? Ça m'intéresse beaucoup parce que votre parcours est très intéressant et très pratique. Et merci beaucoup. On
On avait parlé de Tosquelles, de François Tosquelles hier, et puis sur KS encore. Bon, la psychothérapie institutionnelle en France, vous savez, elle est malmenée. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'elle a des héritiers. Nous sommes des héritiers de la psychothérapie institutionnelle qui a été fondée dans les années 40 et notamment par un compatriote que vous connaissez, notamment parce qu'il y en avait d'autres, mais François Tosquelles, entre autres, puis il y en a d'autres. Aujourd'hui, nous avons des institutions de pure psychothérapie institutionnelle, pour ceux qui connaissent un peu, ou si je vois à Paris, une des antennes de la chaire de philosophie, c'est l'Allemand. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent cet hôpital, l'Allemand. L'Allemand, c'est un hôpital sur l'eau, dans le 12e arrondissement de Paris, et c'est une structure de psychothérapie institutionnelle. Et d'ailleurs, vous avez un grand cinéaste, Nicolas Philibert, qui a fait un film sur l'Allemand, vous regarderez, et qui a eu l'Ours d'or Berlin. Et c'est un film sur la psychothérapie institutionnelle. Il avait déjà fait un film sur les alliés. Il avait fait aussi des choses sur en son temps, qui est une grande clinique. Le fait, c'est que tous les jours, une partie des institutions françaises, la psychothérapie institutionnelle, tous les jours, casse les crédits, coupe les crânes que ça marche, etc. Donc, je peux vous donner, mais je n'ai aucune leçon, puisque je suis dans un territoire, dans un pays qui est à la fois sur cette question et en même temps qui détruit aussi. Donc, la seule chose, c'est que nous résistons, nous avons formé un collectif, et que tous ceux qui aujourd'hui, et un collectif qui est français et un peu international, donc si c'est des questions qui vous intéressent, oui, vous pouvez vous relier à nous, parce qu'au minimum, le programme continuer, ne serait-ce que par des séminaires de recherche ensemble, qui sont formés ensemble, des doctorants ensemble. C'est des choses toutes bêtes, mais qui font que, malgré tout, cet héritage qui travaille à l'alliance thérapeutique de manière forte perdure. C'est fini. Oui, je crois qu'on va devoir vous remercier à tous les deux. Muchísimas gracias. Gracias. Mille merci à vous tous et mille merci à Cintia aussi et Antonio Monegal. Merci de nous donner l'espoir de cette possibilité. Veuillez. Et qu'on a du travail devant nous à construire ces possibilités. Merci à vous, vraiment.